Le vent d'octobre portait une morsure amère à travers les rues de Mayfair, faisant vibrer les fenêtres des grandes maisons de ville et envoyant les feuilles mortes crisser sur les pavés comme des secrets murmurés trop fragiles pour prendre racine. À l'intérieur de l'opulente salle de bal de Lord et Lady Pembridge, des lustres de cristal jetaient leurs lueurs chaudes sur la compagnie assemblée, illuminant les soies, les bijoux et les visages soigneusement composés de l'élite londonienne. Pourtant, il existait des poches d'ombre même dans un tel éclat, et c'était vers ces marges plus sombres que Lady Evelyn Ashworth avait appris à graviter. Elle se tenait près d'un pilier orné de fleurs d'automne, des chrysanthèmes couleur de rouille et d'or, leurs lourdes têtes s'inclinant comme en signe de commisération, et observait les danseurs tourbillonnant avec l'expression exercée d'un intérêt poli qui était devenu son armure contre l'examen du monde. À 40 ans, elle avait depuis longtemps cessé d'être un sujet de spéculation romantique. Elle était devenue à la place quelque chose de bien pire dans l'estime de la société, un objet de pitié. Elle le sentait dans les regards de biais des matrones, dans les demandes trop empressées sur sa santé, dans la façon dont les conversations semblaient s'interrompre et se réorienter lorsqu'elle approchait, comme si son statut de célibataire était une contagion qui pouvait se propager par simple proximité. « Pauvre Lady Evelyn !» murmurait-elle derrière des éventails peints de scènes pastorales qui se moquaient de la stérilité de sa situation. 40 ans et sans mari, quelle tragédie! Une si belle femme dans sa jeunesse, et avec une fortune raisonnable en plus. On se demande ce qui a mal tourné. Elle se l'était demandé elle-même, dans les premières années, mais le temps avait une façon de limer les arêtes vives du regret, jusqu'à ce qu'elles deviennent lisses et supportables, quelque chose que l'on pouvait porter dans sa poche sans se faire saigner. Elle avait fait ses choix, ou plutôt, des choix avaient été faits pour elle par le devoir, les circonstances et les attentes inexorables de la famille, et elle avait appris à habiter la vie que ces choix avaient construite avec autant de grâce qu'elle pouvait en rassembler. La salle de bal semblait étouffante malgré son immensité, l'air épais de parfum, de transpiration et de la douceur écœurante des fleurs de serre forcées de fleurir hors saison. Evelyne leva sa main gantée pour ajuster les modestes perles à son cou, les perles de sa mère, transmises non avec joie, mais avec un soupir de résignation qu'elle n'ornerait aucune mariée, et sentit le serrement familier dans sa poitrine qui venait de respirer un air qui semblait appartenir à tout le monde, sauf à elle-même. Dehors, elle le savait, le froid de l'automne s'intensifiait vers l'hiver, la saison de la mort et de la dormance, et elle ressentait une parenté avec ces arbres dépouillés sur les places, se tenant dignes dans leur nudité, ne prétendant plus être autre chose que ce qu'ils étaient. Elle ne s'est jamais mariée, vous savez. Une voix parvint de derrière un arrangement de fougères voisins, assez fort pour être entendu, assez douce pour prétendre à l'accident. On doit supposer qu'il y avait une déficience, un défaut qui a empêché tout gentleman de faire une offre. Les doigts d'Evelyne se resserrèrent imperceptiblement sur son éventail, mais son expression resta sereine, aussi immobile qu'un portrait. « Laissez-les s'interroger, » pensa-t-elle, avec la résignation lasse de celle qui a cessé de mener des batailles qui ne peuvent être gagnées. Qu'ils inventent leurs histoires. La vérité ne signifierait rien pour eux de toute façon. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous? Maintenant, commençons. Si Lady Evelyn Ashworth était devenue un objet de pitié dans les salons de Londres, alors Son Altesse le duc de Blackthorn, Marcus Rothwell, était devenu quelque chose de tout à fait différent. Un mystère, une énigme, un sujet de spéculation sans fin qui avait occupé les commères du beau monde pendant 15 ans sans résolution. Il se tenait maintenant près des portes de la terrasse de la salle de bal des Pembridge,
une silhouette taillée dans le granit et l'ombre, sa posture si parfaitement contrôlée qu'il aurait pu être une statue commandée pour représenter le dédain aristocratique. À 38 ans, il possédait le genre de beauté austère qui intimidait plutôt qu'elle n'invitait. Des cheveux sombres grisonnant légèrement aux tempes, des yeux de la couleur de l'acier en hiver, une bouche qui semblait avoir oublié la forme de la chaleur véritable. Le glacial Blackthorn, l'appelait-il, bien que jamais en face, car malgré son attitude glaciale, il commandait un respect né d'un titre ancien, d'une richesse considérable et de l'impression troublante qu'il pouvait voir à travers les faux semblants sociaux jusqu'au cœur calculateur qui se cachait en dessous. Pendant 15 ans, depuis qu'il avait assumé son titre à 23 ans, à la mort inattendue de son père, il avait refusé toutes les ouvertures matrimoniales avec une constance qui était passée de surprenante à scandaleuse, puis à simplement attendue. Les mères ambitieuses avaient depuis longtemps cessé de pousser leurs filles sur son chemin. Les hôtesses entremetteuses ne plaçaient plus de jeunes dames éligibles à côté de lui à dîner. Même les chasseuses de fortune les plus déterminées avaient accepté que le duc de Blackthorn était tout simplement insaisissable. La société avait inventé d'innombrables théories pour expliquer son célibat obstiné, qu'il nourrissait des préférences contre nature, qu'il avait fait un vœu secret, qu'il était incapable de sentiments humains, que son cœur avait été brisé par une tragédie non nommée dans sa jeunesse, qu'il se considérait trop supérieur pour n'importe quelle femme en Angleterre. La vérité, que personne ne soupçonnait parce qu'elle était à la fois trop simple et trop extraordinaire, était que son cœur avait été donné entièrement et irrévocablement lors d'un seul après-midi d'été 15 ans auparavant, et il n'avait jamais cherché à le récupérer. Il assistait aux fonctions sociales avec la régularité attendue de sa position, mais sans aucune apparence de plaisir, se déplaçant dans les salles de bal comme un spectre, dansant lorsque le devoir l'exigeait, conversant avec une politesse impeccable qui transmettait néanmoins un désintérêt absolu pour approfondir toute connaissance. Les hôtesses l'invitaient parce que sa présence conférait de l'importance à leur rassemblement, mais personne ne s'attendait à ce qu'il s'amuse, et il ne décevait jamais ses faibles attentes. Ce soir, cependant, quelque chose avait changé dans son calme soigneusement entretenu, bien que le changement fût si subtil que même les observateurs les plus perspicaces ne le remarquèrent pas. Son attention, qui dérivait habituellement sur la compagnie assemblée avec une indifférence démocratique, s'était fixée sur un point particulier de la salle de bal, une femme en soie gris colombe se tenant à côté d'un pilier de chrysanthème, sa posture transmettant une dignité que la société prenait pour de la résignation. La main de Marcus se resserra imperceptiblement sur le verre de vin qu'il tenait, et quelque chose vacilla dans ses yeux d'hiver, quelque chose qui aurait pu être de la reconnaissance ou du désir, ou le genre de douleur qui a été portée si longtemps qu'elle est devenue indiscernable de l'identité elle-même. Il regarda Lady Evelyn Ashworth ajuster les perles à son cou, la regarda maintenir son calme face au chuchotement qu'elle entendait sans aucun doute, la regarda avec l'intensité concentrée d'un homme qui avait observé, de diverses distances et points de vue, pendant 15 ans. Personne ne remarqua son attention, car personne ne s'attendait à ce que le duc de Blackthorn remarque quoi que ce soit, et encore moins une femme que la société avait jugée indigne de considération, mais à cet instant, tout son être était orienté vers elle comme une boussole vers le nord véritable, et l'avait été, à travers toutes les longues saisons d'attente, depuis le jour où il l'avait perdue. 15 ans s'écoulèrent comme de la soie entre les doigts, et Marcus se retrouva une fois de plus en mémoire à la garden party estivale des Haverford de 1810, lorsque le monde était encore peint de couleurs assez vives pour blesser les yeux, et que l'espoir n'avait pas encore appris à se déguiser en résignation. Il avait 23 ans, fraîchement élevé à son titre, après le décès soudain de son père,
encore à vif du deuil et des responsabilités écrasantes d'un duché qu'il ne s'attendait pas à hériter avant des décennies, et il avait cherché refuge contre les condoléances pressantes et les présentations opportunistes dans les confins du jardin où les rosiers grimpaient sur d'anciens murs de pierre et où le son de la musique et des rires s'estompait en un agréable murmure sous le bourdonnement des abeilles. C'est là, dans ce sanctuaire baigné de soleil, qu'il l'avait rencontrée, Lady Evelyn Ashworth à 25 ans, pas une débutante, mais pas encore résignée au célibat, se tenant seule parmi les roses, avec un livre de poésie à la main et une expression de solitude si paisible qu'il avait hésité à la déranger. Mais elle avait levé les yeux à son approche, et au lieu de l'évaluation calculatrice qu'il avait déjà appris à attendre de chaque femme célibataire dans son voisinage, ses yeux n'avaient contenu qu'une douce curiosité et quelque chose qui aurait pu être de la compréhension, comme si elle reconnaissait en lui un compagnon en quête d'espace tranquille. Ils avaient parlé pendant peut-être 1 heure, bien que le temps semblât fonctionner différemment dans ce jardin, s'étirant et se compressant de manière à défier la progression constante du soleil dans le ciel. Ils avaient d'abord discuté de poésie. Elle lisait Wordsworth, et il avait avoué une préférence pour les poètes métaphysiques antérieurs. Mais la conversation s'était approfondie avec une rapidité remarquable, dépassant les plaisanteries superficielles qui bornaient habituellement les échanges sociaux pour entrer dans un territoire qui semblait dangereusement authentique. Elle avait parlé du fardeau des attentes, de l'étroitesse des chemins jugés acceptables pour une femme de qualité, de la soif de trouver un but au-delà d'une existence ornementale, et il s'était retrouvé à répondre avec une honnêteté qu'il n'avait jamais risquée auparavant, parlant de la mort de son père, de la solitude d'une position élevée, de la façon dont le deuil et le devoir pouvaient devenir indiscernables l'un de l'autre. Elle n'avait pas offert de platitudes vides, ni tenté de réorienter la conversation vers des sujets plus légers. Au lieu de cela, elle avait écouté de tout son être, ses yeux gris tenant les siens avec une franchise qui aurait dû être inconvenante, mais qui ressemblait plutôt à une reconnaissance, comme si une partie essentielle de lui-même qu'il avait cru invisible était vue et reconnue pour la première fois. Il était sur le point de prendre sa main. Il se souvenait encore de l'angle exact de la lumière de l'après-midi qui dorait sa peau, de la façon dont une mèche de cheveux sombres s'était échappée de sa coiffure soignée pour boucler contre son cou, du moment précis où il avait compris avec une certitude absolue qu'il avait trouvé la femme qu'il aimerait toute sa vie. Lorsqu'ils avaient été interrompus par la voix vive de sa mère l'appelant à la maison, et elle avait sursauté comme quelqu'un qui se réveille d'un rêve, lui avait offert un sourire d'excuse qui portait une pointe de regret, et s'était hâté de partir à travers la roseraie. Le lendemain matin, l'annonce était parue dans les journaux. Lady Evelyn Ashworth était fiancée à Lord Edmund Thornbury, le mariage devant avoir lieu dans les 3 mois. Marcus avait lu ces mots dans son bureau alors que la pluie commençait à tomber contre les fenêtres, et quelque chose en lui s'était simplement arrêté, calcifié, transformé en pierre, et il avait compris à cet instant que son cœur resterait pour toujours dans ce jardin ensoleillé, offert et refusé, et que chaque refus qu'il prononcerait à partir de ce jour serait au service de cette première dévotion inexprimée. Le lendemain du bal des Pembridge, Evelyn retourna à Ashworth House, non pas à Mayfair, mais dans les quartiers plus calmes de Bloomsbury, dans l'élégante mais modeste maison de ville qui avait appartenu à son défunt frère Thomas et qui servait maintenant de foyer à ses enfants orphelins et à la femme que la société plaignait, mais qui, au cours des 5 années écoulées depuis la mort de Thomas, avait découvert un but qui transcendait les définitions étroites du succès féminin que le beau monde employait dans ses catégorisations incessantes. Elle avait 35 ans lorsque Thomas et sa femme avaient péri dans un accident de voiture, laissant derrière eux Charlotte, 7 ans, et James, 5 ans, et elle avait assumé leur tutelle sans hésitation, quittant sa propre résidence plus petite pour cette maison
encore hantée par le deuil, se transformant de tante célibataire en quelque chose s'approchant d'une mère, bien qu'elle n'ait jamais revendiqué ce titre, sentant qu'il appartenait éternellement à sa belle-sœur disparue. Les enfants avaient maintenant 12 et 10 ans, au seuil de cette transformation de l'enfance à ce qui viendrait ensuite, et ils lui avaient donné ce que la pitié de la société ne pourrait jamais toucher. Une raison de se réveiller chaque matin avec un but, un amour qui ne demandait rien d'elle que sa présence et sa patience. Une famille construite non pas sur le succès matrimonial, mais sur la loyauté, la nécessité et le genre de dévotion qui s'approfondit dans le creuset du chagrin partagé. Elle gérait le domaine avec une compétence qui aurait surpris ceux qui la croyaient simplement décorative, avait appris les subtilités de l'investissement et de la gestion immobilière, correspondait avec l'homme d'affaires de Thomas, avec une autorité qui l'avait d'abord surpris et qui avait fini par lui valoir son respect, s'assurant que sa nièce et son neveu hériteraient d'un patrimoine non pas diminué par sa gérance, mais enrichi par elle. Charlotte montrait des aptitudes remarquables pour les langues et la musique, et Evelyne lui avait assuré les meilleurs tuteurs, déterminée à ce que sa nièce ait des choix qui lui avaient été refusés. James était plus doux, plus livresque, avec le tempérament réfléchi de Thomas, et elle protégeait sa sensibilité dans un monde qui exigerait trop tôt de lui qu'il joue une masculinité étrangère à sa nature. L'après-midi, lorsque les leçons étaient terminées et avant que les préparatifs du dîner ne commencent, Evelyne se retirait souvent dans le petit jardin clos derrière la maison, un espace qu'elle avait cultivé au fil des ans pour en faire quelque chose approchant la beauté malgré la suie de Londres et le soleil limité, et c'est là, parmi les roses qu'elle entretenait de ses propres mains gantées et les herbes qui poussaient en rang soigné, qu'elle s'autorisait à sentir le poids de ce que la société nommait échec, et que, dans ses moments les plus honnêtes, elle comprenait comme une vie à la fois plus petite et plus riche qu'elle ne l'avait autrefois imaginée. Elle pensait parfois à ce jardin d'été, 15 ans auparavant, à la conversation qui avait semblé être une porte s'ouvrant sur des possibilités dont elle n'avait pas soupçonné l'existence, au jeune duc, avec le deuil dans les yeux et l'intelligence dans sa conversation, et elle se demandait, comme elle se l'était demandé d'innombrables fois au fil des ans, ce qui aurait pu arriver si sa mère ne l'avait pas rappelé, si le devoir et la pression familiale n'avaient pas déjà déterminé son chemin, si elle avait possédé le courage de tendre la main en retour lorsqu'il avait tendu la sienne. Mais de telles pensées étaient indulgentes, appartenaient à une femme plus jeune qui croyait encore au réarrangement du destin, et Evelyne avait appris à trouver le contentement, sinon la joie dans la vie qui lui avait été donnée, à mesurer sa valeur non pas par les calculs froids de la société, mais par l'amour dans les yeux de Charlotte lorsqu'elle maîtrisait un passage de musique difficile, par la confiance de James lorsqu'il lui apportait ses peurs et ses questions, par le jardin qui fleurissait malgré des conditions défavorables, par la dignité tranquille d'une vie vécue au service de quelque chose de plus grand que ses propres espoirs déçus. La duchesse douairière de Blackthorn, Lady Henrietta Rothwell, était une femme d'une perception considérable et d'une détermination encore plus grande, des qualités qui l'avaient bien servi pendant 6 décennies à naviguer dans les eaux dangereuses de la société, et qu'elle employait maintenant dans ce qu'elle considérait en privé comme son dernier grand projet, le salut de son neveu d'une solitude qui s'était calcifiée autour de lui comme une armure ces 15 dernières années. Elle était l'une des 3 personnes, peut-être, en Angleterre, à connaître la vérité sur les refus perpétuels de Marcus, lui ayant arraché la confession un soir d'hiver 7 ans auparavant. Lorsque le deuil et la solitude avaient temporairement affaibli ses formidables défenses, et elle avait observé avec un mélange d'admiration et de frustration sa vigile pour une femme qu'il croyait à jamais hors de sa portée, mariée à un autre, perdue pour lui aussi complètement que si elle était morte. Mais Henrietta possédait un réseau de renseignements qui aurait impressionné le Foreign Office, composé de femmes de chambre, de laquais et de cousins
éloignée positionnée dans les grandes maisons de Londres, et elle avait appris quelques jours après la mort de Lord Edmund Thornbury, 5 ans auparavant, que le mariage avait été malheureux, qu'Evelyn avait été libérée de cette prison, sinon dans le bonheur, du moins dans les chagrins plus calmes du veuvage et d'un but retrouvé. Et elle attendait depuis le moment propice pour intervenir dans ce qu'elle considérait comme une tragédie de désirs mutuels et de malentendus. La réception de la Saint-Michel avait été son arme de choix, assez traditionnelle pour ne soulever aucun soupçon, mais assez intime pour forcer la proximité, et elle avait composé son invitation à Lady Evelyn Ashworth avec le soin d'un général planifiant une campagne décisive, insistant sur le caractère informel du rassemblement, la présence de plusieurs dames bas-bleues qui partageaient les inclinations intellectuelles d'Evelyn, l'occasion pour Charlotte de rencontrer des jeunes gens de qualité dans un environnement moins pressant qu'une saison londonienne. L'invitation était arrivée à Ashworth House par un matin gris d'octobre, lorsque le premier givre avait argenté le jardin, et l'impulsion initiale d'Evelyn avait été de décliner avec un regret poli, car elle ne connaissait que très peu la duchesse douairière, et ne pouvait imaginer pourquoi une personne aussi élevée penserait à inclure une femme de sa modeste position sociale. Mais Charlotte avait découvert l'invitation avant qu'Evelyn ne puisse composer son refus, et y avait répondu avec un enthousiasme si inhabituel. « Oh, tante Evelyn, s'il vous plaît, dites que nous pouvons y aller. J'ai entendu dire que Blackthorn Manor a la plus magnifique bibliothèque, et que la duchesse est réputée si gentille, et ce serait une telle aventure. » Qu'Evelyn avait senti sa résistance s'effondrer sous l'espoir radieux de sa nièce. Elle n'avait pas voulu décevoir la jeune fille qui avait déjà enduré tant de pertes, qui méritait les petits plaisirs qui pouvaient lui être offerts, et donc, malgré le malaise qui murmurait des avertissements qu'elle ne pouvait pas tout à fait articuler, malgré le souvenir des yeux gris dans un jardin d'été qui refaisait surface sans y être invitée chaque fois qu'elle entendait le nom de Blackthorn, malgré la certitude qu'elle serait déplacée parmi des invités dont l'importance dépassait de loin la sienne, Evelyn avait écrit son acceptation d'une écriture soignée, l'avait scellée d'un cachet de cire qui semblait se durcir sous le poids d'un pressentiment, et l'avait expédiée avant que la sagesse ne puisse se réaffirmer et lui rappeler que les femmes de 40 ans n'avaient pas à accepter des invitations qui faisaient battre leur cœur plus vite, pour des raisons qu'elle refusait d'examiner de trop près. Blackthorn Manor s'élevait du paysage du Derbyshire comme une chose sortie d'imagination plus sombre, tout en pierre grise et en architecture imposante, ses tours s'élevant vers des cieux qui semblaient perpétuellement couverts dans cette contrée du Nord, et alors que la voiture transportant Evelyn et Charlotte remontait la longue allée bordée de chênes anciens dont les branches nues griffaient l'air d'octobre, Evelyn sentit son souffle se couper avec un mélange d'appréhension et d'une reconnaissance qu'elle ne pouvait nommer, comme si la maison elle-même était une manifestation physique de l'homme qui l'habitait, formidable, solitaire, construite pour résister aux sièges, tant littéraux que métaphoriques. Charlotte pressa son visage contre la vitre de la voiture avec une excitation non dissimulée. Mais Evelyn sentit ses mains se tordre sur ses genoux, lissant le tissu de sa robe de voyage avec une répétition nerveuse, se disant que son malaise n'était que l'inconfort naturel d'une femme peu habituée à une si grande compagnie, que l'accélération de son pouls n'avait rien à voir avec les souvenirs d'un jardin d'été ou l'espoir dangereux qui avait pris racine malgré tous ses efforts pour lui refuser sa nourriture. La duchesse douairière les reçut dans le grand hall d'entrée avec une chaleur sincère qui fit beaucoup pour apaiser l'intimidation initiale d'Evelyn, mais ce fut la silhouette se tenant légèrement derrière sa tante, grande et immobile comme du marbre sculpté, qui attira le regard d'Evelyn avec une inévitabilité magnétique, et pendant un instant qui s'étira entre les secondes. Les yeux gris de Marcus Rothwell rencontrèrent les siens avec un impact qui sembla presque physique, et elle vit dans leur profondeur une reconnaissance si nue,
Une émotion sinon dissimulée, rapidement refermée derrière la courtoisie exercée de 15 ans de dissimulation, que son calme soigneusement entretenu faillit voler en éclats. « Lady Ashworth, dit-il, et sa voix était exactement comme elle s'en souvenait, profonde et mesurée, bien qu'elle entendît sous sa formalité un tremblement que peut-être elle seule pouvait détecter. Bienvenue à Blackthorn Manor. Elle réussit sa révérence, réussit quelques mots de gratitude appropriés, que sa voix livra sans consulter ses pensées tourbillonnantes, et lorsqu'il prit sa main pour le bref instant requis par la bienséance, elle sentit la chaleur de son contact à travers son gant comme une marque qui la signalait comme fondamentalement changée de la femme qui était arrivée quelques instants auparavant. Les autres invités, déjà assemblés dans le salon pour le thé, observèrent cet accueil avec l'attention aiguë que la société portait à toute interaction impliquant le duc célèbre pour sa réclusion, et Lady Pemberton, dont le talent d'observation dépassait sa discrétion, remarquerait plus tard à son amie intime qu'elle n'avait jamais vu Blackthorn regarder quelqu'un comme il avait regardé cette femme Ashworth, comme si elle était une chose précieuse qu'il avait cru perdue à jamais et qu'il ne pouvait tout à fait croire lui être rendue. Tandis que Lord Hastings nota avec la confusion d'un homme qui avait vu Marcus refuser une douzaine de belles héritières que le duc lui-même porta la mallette de voyage de Lady Ashworth jusqu'à ses appartements, une tâche revenant normalement aux domestiques, puis passa tout le service du thé positionné là où il pouvait l'observer sans évidence, sa glace légendaire touchée par quelque chose qui ressemblait remarquablement au dégel d'un espoir longtemps gelé, enfin autorisé à faire surface. Les premiers jours de la réception se déroulèrent au rythme d'activités formelles et de divertissements structurés. Mais sous la bienséance de surface, Evelyn prit conscience d'accumulations si subtiles qu'elle aurait pu les rejeter comme des coïncidences si elles ne s'étaient pas rassemblées avec un poids si persistant. De petits gestes qui murmuraient une attention bien au-delà de la simple hospitalité. Elle découvrit que ces appartements n'étaient pas seulement adéquats, mais les plus belles chambres d'invités de l'aile et, positionnées pour capter la lumière du matin, qu'elle avait un jour mentionné préférée dans une conversation vieille de 15 ans qu'elle-même avait à moitié oubliée, les fenêtres donnant sur des jardins conçus dans le style italien, avec des sentiers de pierre serpentant entre des haies de buis qui conservaient leur vert même dans le déclin d'octobre. Au petit déjeuner du premier matin, elle trouva sans le demander une théière du thé chinois spécifique qu'elle affectionnait, un mélange peu courant et qu'elle n'avait mentionné en passant qu'une seule fois en présence de Marcus cet été lointain, et lorsqu'elle leva les yeux, surprise, elle croisa son regard sur elle avec une expression qui disparut si rapidement derrière une neutralité étudiée qu'elle se demanda si elle n'avait pas imaginé l'espoir qui y avait vacillé comme une flamme de bougie derrière une vitre. « Il se souvient » murmura une partie d'elle avec une insistance dangereuse. « Il s'est souvenu de détails que vous pensiez perdus dans le temps. » Et cette prise de conscience sema la confusion dans son équilibre soigneusement maintenu, car elle ne pouvait comprendre pourquoi un duc de son importance retiendrait de telles minuties sur une femme qu'il avait rencontrée si brièvement, à moins que... Mais elle ne pouvait achever cette pensée, ne pouvait se permettre d'imaginer ce qu'une telle attention pouvait signifier, car elle interprétait sûrement une simple courtoisie comme quelque chose de plus substantiel. Ses propres sentiments longtemps enfouis peignaient sûrement de l'importance sur des gestes qui ne signifiaient rien au-delà d'une hospitalité convenable. Pourtant, les moments continuaient de s'accumuler comme la neige qui semble insignifiante jusqu'à ce que soudain le monde soit transformé. Marcus était d'une manière ou d'une autre toujours présent lorsqu'elle entrait dans une pièce, son positionnement tel qu'il pouvait l'observer sans évidence, la façon dont son attention suivait ses mouvements, même lorsqu'il semblait engagé dans une conversation avec d'autres, comment il orientait les discussions vers des sujets dans lesquels elle avait une expertise, la littérature, la gestion de domaine et la philosophie de l'éducation, créant un espace pour que sa voix soit entendue parmi des invités
qui aurait autrement pu la rejeter comme une simple parente pauvre. Le troisième après-midi, lorsque les autres invités choisirent de partir à cheval pour voir les célèbres cascades de Blackthorn, Marcus suggéra discrètement qu'elle pourrait préférer une promenade dans les jardins du domaine, que les sentiers étaient doux et les couleurs d'automne particulièrement belles depuis la terrasse sud, et quelque chose dans son ton indiquait clairement que c'était une invitation plutôt qu'une simple suggestion, qu'il désirait spécifiquement sa compagnie, et bien que chaque instinct de conservation l'avertît contre un tel contact privé, bien qu'elle sût que les autres invités remarqueraient leur absence et en tireraient des conclusions qui pourraient nuire à sa position sociale déjà précaire, Evelyne se retrouva à accepter, attirée par une force qu'elle n'avait ressentie qu'une seule fois auparavant dans sa vie, dans un autre jardin, en une autre saison, quand elle était assez jeune pour croire aux possibilités. Ils marchèrent d'abord en silence, un silence qui semblait moins gênant que lourd de choses non dites, l'air d'octobre vif, avec l'odeur des feuilles mourantes et de la terre se préparant au sommeil de l'hiver, et Evelyne était extrêmement consciente de sa présence à ses côtés, de la distance prudente qu'il maintenait, comme s'il craignait que la proximité ne puisse briser une fragile entente. Il parla d'abord de sujets sans importance, l'histoire des jardins, le défi d'entretenir de tels terrains, les diverses plantations que sa mère avait introduites des décennies passées, mais sous la banalité de surface, Evelyne sentait des courants plus profonds, la façon dont sa voix s'adoucissait lorsqu'il mentionnait l'amour de sa mère pour les roses, la mélancolie qui colorait sa description de la conception du jardin destiné à fournir un intérêt toute l'année, comme s'il ne parlait pas d'horticulture, mais de constance, de beauté qui persistait à travers les saisons de stérilité. Elle répondit de même, décrivant ses propres modestes jardins à Ashworth House, le plaisir qu'elle trouvait à nourrir la croissance, la satisfaction de la culture patiente, et elle le sentit écouter avec une intensité qui la rendit soudainement mal à l'aise, la fit trébucher sur des mots qui venaient normalement facilement, parce que son attention semblait être comme la lumière du soleil après des années d'ombre, et elle ne savait que faire d'un regard si concentré. Ils s'arrêtèrent près d'une fontaine de pierre où l'eau jouait encore malgré le froid qui avançait. Et Marcus se tourna pour lui faire face, avec une expression qui contenait une émotion si à peine contenue que son souffle se coupa. Et pendant un instant, elle pensa qu'il allait dire quelque chose d'important, qu'il allait donner voix aux questions qui bourdonnaient entre eux comme la musique de la fontaine, mais alors des bruits de pas se firent entendre sur le sentier de gravier, et d'autres invités apparurent, et tout ce qu'il s'apprêtait à dire fut perdu, enfermé derrière le masque courtois qu'il portait pour le monde, laissant Evelyne avec la certitude douloureuse qu'elle avait été sur le point de comprendre quelque chose qui pourrait tout changer, et avec la reconnaissance confuse que son cœur, qu'elle avait cru en sécurité dormant, s'était réveillé sans sa permission et battait maintenant à des rythmes qu'elle avait cru pour toujours hors de sa capacité à ressentir. La soirée se rassembla dans le grand salon où la lueur des bougies vacillait contre les murs de Damas et jetait des ombres qui adoucissaient la sévérité formelle des portraits ancestraux. Les invités étaient disposés en groupes de conversation qui avaient cette qualité particulière de performance caractérisant les interactions sociales, chaque personne consciente d'être observée tout en observant les autres. Ce fut Lord Pemberton qui introduisit le sujet qui allait perturber le fragile équilibre que Marcus avait maintenu tout au long de la réception, disant, avec la jovialité irréfléchie d'un homme bien satisfait du vin et de son propre esprit, « Blackthorn, nous discutions de vos refus légendaires. 15 ans, n'est-ce pas? Lady Pemberton insiste sur le fait que vous devez avoir des exigences impossibles, qu'aucune femme née ne pourrait satisfaire vos critères de perfection. » Le commentaire provoqua des rires dans plusieurs coins, l'amusement facile de ceux qui ne percevaient pas la cruauté intégrée dans une telle observation, et Evelyne, positionnée près du pianoforte où Charlotte avait joué plus tôt,
sentit son attention se focaliser sur Marcus avec un instinct protecteur soudain, vit la tension presque imperceptible qui apparut dans ses épaules, la façon dont sa main se crispa très légèrement sur le verre de brandy qu'il tenait, la neutralité soignée qui descendit sur des traits qu'elle apprenait à lire pour leurs subtiles variations. « Peut-être, » ajouta Lady Pemberton avec la fausse ingénuité qu'elle prenait pour du charme, que le duc attend d'une créature mythique de perfection qui n'existe que dans l'imagination, une dame d'une beauté et d'un accomplissement impossible qui ne se matérialisera jamais, laissant notre cher Blackthorn éternellement déçu par nous, simples mortels. La réponse de Marcus vint avec une civilité mesurée qui dissimulait ce qu'il ressentait vraiment. « Peut-être que je valorise simplement la constance plutôt que la nouveauté, Lady Pemberton, et que je préfère attendre ce qui compte plutôt que de me contenter de ce qui suffit simplement. » Et bien que son ton restât courtois, Evelyn perçut le tranchant sous les mots, la suggestion de profondeur que ses invités ne pouvaient percevoir, et elle se demanda de quelle constance il parlait. Ce qu'il attendait avec une patience telle que la société l'interprétait comme un rejet froid. La conversation continua, comme le font les conversations, se tournant vers d'autres commérages et observations. Mais Evelyn resta troublée par ce qu'elle avait vu, par le malaise que Marcus avait tenté de cacher, par la conviction soudaine que ces 15 ans de refus portaient une signification que ces gens ne pouvaient comprendre, que derrière sa froideur légendaire se cachait quelque chose de bien plus complexe qu'une simple exigence ou des critères impossibles. Elle s'excusa tôt, prétextant la fatigue bien qu'elle se sentît tout sauf fatiguée, son esprit trop actif avec des questions qui se multipliaient comme des ombres. Et elle chercha refuge dans la bibliothèque où elle avait remarqué plus tôt une collection comprenant plusieurs volumes qu'elle souhaitait lire depuis longtemps, pensant que se perdre dans la littérature pourrait apaiser la confusion qui la tourmentait depuis son arrivée à Blackthorn Manor. La bibliothèque occupait l'aile ouest, une pièce de proportions généreuses, tapissée du sol, au plafond de livres, dont les dos en cuir luisaient à la lumière des lampes, et elle examinait une édition particulièrement belle de poésie, quand des pas retentirent derrière elle, et la voix de Marcus, calme et quelque peu hésitante d'une manière que sa personnalité publique ne permettait jamais, dit « J'espère que je ne dérange pas. Je viens souvent ici le soir, mais je peux partir si vous préférez la solitude. » Elle se retourna pour le trouver debout dans l'embrasure de la porte, avec une incertitude qui semblait en contradiction avec son assurance habituelle, et quelque chose dans cette vulnérabilité la rendit assez audacieuse pour dire « S'il vous plaît, restez. C'est votre bibliothèque, après tout, et j'avoue que j'apprécierais une compagnie qui ne dissèque pas le caractère de chacun pour s'amuser. » Il entra alors pleinement dans la pièce, et elle vit le soulagement traverser ses traits comme le soleil perçant les nuages, et il dit « Ils ne veulent pas faire de mal, la plupart d'entre eux. Ils ne peuvent simplement pas concevoir que certains choix découlent de la conviction plutôt que du caprice. » Et il y avait dans sa voix une lassitude si tranquille qu'elle sentit son cœur se contracter de sympathie. « Quelle conviction ?» demanda-t-elle, la question émergeant avant que la discrétion ne puisse l'empêcher. Et pendant un long moment, il la regarda simplement, avec ses yeux gris qui semblaient contenir à la fois des tempêtes d'hiver et des cieux d'été, et elle pensa qu'il se réfugierait derrière la formalité, qu'il esquiverait comme il avait esquivé l'humour intrusif de Lord Pemberton. Mais au lieu de cela, il dit « La conviction que certaines choses valent la peine d'attendre, que la constance a de la valeur même quand le monde la nomme folie. » Et bien que ces mots restassent obliques, Evelyn sentit leur poids s'installer autour d'elle comme un manteau à la fois effrayant et étrangement réconfortant, comme si elle se tenait au seuil de la compréhension de quelque chose qui pourrait changer tout ce qu'elle avait cru sur sa vie et ses limites. Le matin suivant la rencontre dans la bibliothèque apporta des cieux gris qui pesaient bas sur Blackthorn Manor,
le genre de temps qui semblait refléter l'état interne de confusion et de prise de conscience naissante d'Evelyne, et elle se retrouva dans la véranda à examiner des orchidées qu'elle voyait à peine, tandis que son esprit tournait sans cesse sur les mots de Marcus à propos de la constance et de l'attente, sur les choses qui valaient la patience des années. Elle était si absorbée par ses pensées qu'elle n'entendit pas la duchesse douairière s'approcher jusqu'à ce que la voix de cette femme redoutable, chaude d'affection et de quelque chose qui ressemblait à de la détermination, dise « Ma chère Lady Evelyne, je me demande si vous pourriez m'accorder un moment. Il y a une affaire que je me sens obligé de discuter. » Bien que mon neveu considérerait probablement cela comme une ingérence de la plus flagrante espèce. Evelyne se retourna pour trouver la duchesse âgée, la regardant avec des yeux remarquablement similaires à ceux de Marcus, vifs d'intelligence et bienveillants de compréhension, et quelque chose dans ce regard suggérait que la conversation à venir serait significative au-delà des simples mondanités, et elle sentit son pouls s'accélérer d'appréhension et d'un espoir inexplicable. Elles s'assirent sur un banc positionné pour donner sur les jardins où la brume s'accrochait aux haies de buis comme des secrets réticents à se disperser, et la douairière resta silencieuse un long moment, comme pour rassembler ses mots, ou peut-être son courage, avant de dire « Je vous ai observé ces derniers jours, ma chère, et j'ai observé mon neveu, et je vois des choses que peut-être vous ne percevez pas encore pleinement, et je trouve que je ne peux pas en bonne conscience rester silencieuse alors que quelques mots pourraient éclairer ce que la confusion obscurcit. » Les mains d'Evelyne se crispèrent sur ses genoux, son cœur battant avec une force soudaine contre ses côtes, et elle parvint à dire « Votre grâce, je ne suis pas certaine de comprendre. » Mais la douairière l'interrompit avec une douce fermeté. « Vous vous interrogez sur l'attention que Marcus vous porte, sur les petites gentillesses et le souvenir des détails, sur la façon dont il vous regarde quand il se croit inobservé. J'ai vu votre confusion, et j'ai vu aussi le début d'un espoir que vous avez peur de reconnaître. Et je pense qu'il est temps que vous compreniez la vérité qui a façonné 15 années de la vie de mon neveu. » Les mots tombèrent entre elles comme des pierres dans une eau calme, créant des ondulations qui se propageaient inexorablement, et Evelyne sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, un mur protecteur commençant à se fissurer, et elle murmura « Quelle vérité !» La douairière tendit la main pour prendre la sienne avec une douceur surprenante, et dit « Marcus a refusé chaque partie qui lui a été proposée ces 15 dernières années, parce que son cœur a été donné il y a longtemps à une femme qu'il a rencontrée un été, une femme avec qui il a passé un seul après-midi en conversation qui l'a d'une manière ou d'une autre convaincu qu'elle était la seule qu'il pourrait jamais aimer. Et quand il a appris le lendemain qu'elle était fiancée à un autre, quelque chose en lui s'est simplement arrêté, a cessé d'espérer pour quelqu'un d'autre, a cessé de considérer des alternatives, a cessé de vivre pleinement, parce que la seule vie qu'il voulait était devenue impossible. Evelyne sentit les mots la frapper avec une force physique, sentit le monde basculer et se reformer autour de cette révélation impossible, et son esprit remonta 15 ans en arrière jusqu'à cette garden party, à une conversation avec un jeune duc qui avait semblé chargé de possibilités, à la façon dont son cœur avait répondu à son attention avant que le devoir et les obligations familiales ne se referment sur elle comme une prison. Et elle s'entendit dire d'une voix qui semblait venir de très loin « Non, sûrement vous ne voulez pas dire, il n'aurait pas pu. » Mais alors même qu'elle parlait en déni, la compréhension l'inondait avec l'inévitabilité de l'aube, illuminant des connexions qu'elle avait été trop aveugle ou trop effrayée pour percevoir, et la douairière dit doucement « Il vous a aimé, ma chère Evelyne, pendant toutes ces années, vous a aimé pendant votre mariage avec un autre, pendant votre veuvage, à travers chaque saison et chaque événement social où il vous a observé de loin et ne s'est jamais approché parce qu'il croyait que vous aviez fait votre choix
et qu'il le respecterait, et il a refusé toutes les autres femmes, parce qu'aucune d'entre elles n'était vous, ne pourrait jamais être vous. Et je vous dis cela non pas pour vous accabler, mais parce que je crois que vous méritez de savoir que l'attention qu'il vous montre maintenant n'est pas une fantaisie soudaine, mais l'émergence prudente d'une dévotion qui a attendu patiemment tout signe qu'elle pourrait être accueillie. La révélation déferla sur Évelyne par vagues, l'incrédulité cédant la place à la reconnaissance à un chagrin si vif qu'il lui coupa le souffle en pensant à 15 années perdues dans l'incompréhension et le devoir. Et sous le chagrin naquit quelque chose de plus dangereux, de plus terrifiant dans son intensité. L'espoir, fragile et insistant, murmurant qu'il n'était peut-être pas trop tard, que l'automne de sa vie pourrait peut-être contenir des possibilités que le printemps avait refusées, et elle pleura alors, des larmes qu'elle ne pouvait contenir, tandis que la douairière tenait sa main et que la brume se levait lentement des jardins au-delà. Des semaines passèrent après le départ d'Évelyne de Blackthorn Manor, des semaines qui s'écoulèrent avec cette étrange qualité du temps qui semble à la fois incroyablement lent et effroyablement rapide, et elle se retrouva dans les rythmes familiers de sa vie, gérant le domaine et s'occupant de Charlotte et du jeune Thomas. Pourtant, rien ne semblait plus tout à fait comme avant, car la révélation de la duchesse douairière avait brisé une compréhension fondamentale qu'elle avait de son existence et de ses possibilités. Elle ne pouvait oublier ni le visage de Marcus tel qu'elle l'avait vu ce dernier matin en faisant ses adieux. Le contrôle prudent qu'il maintenait alors même que ses yeux posaient des questions qu'il ne formulait pas, ni le poids de savoir que 15 ans de sa vie avaient été façonnés par un seul après-midi qu'ils avaient partagé quand elle avait 25 ans, et était assez sotte pour croire que le devoir importait plus que la reconnaissance soudaine d'âme sœur. Elle se disait que c'était impossible, que les femmes de 40 ans ne se retrouvaient pas soudainement l'objet d'une constance dévouée, qu'elle avait mal compris ou que la duchesse avait exagéré. Pourtant, même en construisant ses défenses rationnelles, son cœur murmurait des vérités différentes, et lorsque la première lettre arriva apportant le sceau de Blackthorn, ses mains tremblèrent en brisant la cire. La lettre était formelle dans son ouverture, comme l'exigeait la bienséance. Marcus, s'enquérant de sa santé et de son bon voyage avec la courtoisie attentive d'un hôte, s'assurant du bien-être de son invité. Mais dans le deuxième paragraphe émergea quelque chose de plus, une référence à leur conversation dans la bibliothèque, l'espoir qu'elle ait trouvé le volume de poésie qu'elle examinait, une mention qu'il avait lu le même poète, et trouvé que certains vers parlaient de conditions de patience et de constance qu'il avait longtemps contemplées. Elle lut la lettre 3 fois, cherchant des significations sous la surface des phrases polies, et lorsqu'elle rédigea enfin sa réponse, elle se retrouva à égaler son soin, ses mots convenables, mais portant leur propre poids subtil. Et ainsi commença une correspondance qui s'étendrait sur les semaines d'automne comme un pont construit avec une patience infinie à travers un gouffre à la fois vaste et intime. Ces lettres arrivaient chaque semaine, puis 2 fois par semaine, et elle se surprit à les attendre avec une anticipation qui semblait à la fois merveilleuse et terrifiante, car avec chaque lettre, Marcus se révélait plus pleinement, ses pensées sur la littérature et la philosophie, ses préoccupations pour les tenanciers de ces domaines, son affection pour sa tante malgré sa nature fouineuse, et progressivement, prudemment, comme un homme approchant quelque chose de précieux et facilement effrayé, des références au passé, à l'attente et à la douleur particulière d'aimer de loin, tout en respectant les choix d'un autre. Elle apprit qu'il avait assisté aux funérailles de son mari depuis le fond de l'église, sans être vu et sans offrir de condoléances, car il n'avait aucun droit de la réconforter, qu'il l'avait observé prendre soin des enfants de son frère après l'accident de voiture, et avait admiré son courage de loin, que chaque refus qu'il avait opposé aux propositions de mariage pendant 15 ans avait été mesuré à l'aune du souvenir d'un après-midi parfait,
où la conversation avait coulé comme de l'eau, trouvant son cours naturel, et où il avait su, avec une certitude absolue, que c'était la femme avec qui il souhaitait passer sa vie. Évelyne pleura sur cette lettre, pleura pour le jeune duc qui avait aimé en silence alors qu'elle était piégée dans un mariage de devoir qui n'apportait ni bonheur ni épanouissement. Pleura pour les années perdues et pour le miracle impossible de découvrir qu'elle avait été aimée, vraiment, constamment, patiemment aimée, à travers toutes les saisons où elle s'était crue simplement tolérée par un monde qui plaignait son état de célibataire. L'automne arriva pour de bon, peignant les arbres d'or et de pourpre qui lui rappelaient qu'elle se tenait dans l'automne de sa propre vie. Et pourtant, la saison n'apportait pas le froid des fins, mais une chaleur inattendue, car les lettres de Marcus continuaient et ses réponses devenaient moins réservées, et elle commença à s'autoriser le luxe dangereux de l'espoir, commença à se demander s'il n'était peut-être pas trop tard après tout, si la vie pouvait encore contenir des chapitres qu'elle avait cru à jamais fermés, si une femme de 40 ans pouvait oser tendre la main vers un bonheur qu'elle avait cru réservé uniquement aux jeunes et aux chanceux. La lettre de Marcus, demandant la permission de lui rendre visite, arriva fin octobre, lorsque les jardins du domaine s'étaient tournés vers le bronze et l'or, et bien que le langage formel parlât de souhaiter lui présenter ses respects et voir comment elle se portait après leur correspondance, Évelyne comprit la véritable question sous les mots. Pouvait-il venir connaître la vie qu'elle avait construite, les enfants qui étaient devenus son but, la femme qu'elle était devenue à travers des années de devoirs tranquilles et de chagrins privés? Elle accorda la permission, avec des mains qui tremblaient légèrement en rédigeant son acceptation, et lorsque sa voiture arriva 3 jours plus tard, elle regarda d'une fenêtre à l'étage, tandis qu'il en sortait, grand et calme, dans son sombre manteau de voyage, et sentit son cœur faire ce même bond particulier qu'il avait fait 15 ans auparavant dans un jardin qui semblait maintenant appartenir à une autre vie. On avait dit à Charlotte et Thomas que le duc de Blackthorn allait leur rendre visite, et tandis que Charlotte, à 15 ans, comprenait quelque chose de l'importance et observait sa tante avec des yeux complices qui contenaient un plaisir à peine réprimé, Thomas, à 12 ans, se souciait seulement qu'un duc était impressionnant, pouvait avoir des histoires de Londres et peut-être savoir quelque chose sur les chevaux, et Évelyne les aima tous les deux férocement à ce moment-là pour être exactement eux-mêmes, sans artifice ni calcul. La rencontre de Marcus avec les enfants révéla des dimensions de son caractère que les lettres, aussi intimes que fussent leurs révélations, ne pouvaient entièrement capturer. Il écouta le discours enthousiaste de Thomas sur le nouveau poulain dans les écuries, avec un intérêt sincère plutôt qu'une tolérance polie, posa des questions qui démontraient une connaissance et une curiosité réelles, et lorsque Charlotte présenta timidement une aquarelle qu'elle avait peinte des jardins du domaine, il l'examina avec un soin qui fit rougir les joues de la jeune fille et serra la gorge d'Évelyne d'émotion, car voici un homme qui comprenait que la gentillesse envers ceux qu'elle aimait était le chemin le plus sûr vers son propre cœur. Les 2 premiers jours de sa visite se déroulèrent au rythme doux de la vie à la campagne, des promenades dans le domaine où Marcus observait sa gestion avec un respect évident, des repas où la conversation coulait facilement entre eux 4, des soirées dans le salon où Thomas lisait à voix haute des romans d'aventure pendant que Charlotte travaillait à sa broderie et que les adultes s'asseyaient dans un silence complice qui semblait plus intime que toute déclaration. Puis, la 3e nuit, Thomas se réveilla avec de la fièvre soudaine et violente qui sème la terreur dans le cœur de tout tuteur, et Évelyne passa les heures sombres à éponger son front brûlant et à murmurer des prières pendant que le médecin de la maisonnée était appelé et prononçait qu'il s'agissait probablement d'une fièvre intermittente qui devait suivre son cours. Lorsqu'elle sortit de la chambre du malade à l'aube, le visage gris, elle trouva Marcus attendant dans le couloir, encore entièrement habillé, et il dit simplement « Dites-moi ce dont vous avez besoin ».
et quelque chose dans sa poitrine qui s'était tenue rigide pendant 15 ans se brisa doucement. Il resta, ne se retirant pas à Londres comme la bienséance aurait pu le suggérer, ne maintenant pas une distance polie comme un prétendant formel l'aurait fait, mais restant à travers la crise, avec une constance qui prouvait sa dévotion plus éloquemment que n'importe quelle poésie. Dans les heures calmes de la chambre du malade, où il se relayait pour s'asseoir avec Thomas, tandis que la fièvre du garçon montait et tombait et remontait encore, Evelyne découvrit la vérité la plus profonde du caractère de Marcus dans de petits gestes. La douceur avec laquelle il aidait à soulever Thomas pour lui donner de l'eau, la façon dont il lisait au garçon de sa voix profonde et prudente lorsque le délire rendait Thomas craintif, le fait qu'il n'ait jamais suggéré que sa présence était extraordinaire ou exigeait de la gratitude, existant simplement comme une présence stable dans la crise, comme s'il n'y avait nulle part ailleurs où il préférerait être. Evelyne comprit alors que la constance n'était pas seulement l'attente, mais ceci, le choix de rester présent dans la difficulté, d'offrir sa force sans attente de retour, d'aimer non seulement dans des futurs imaginés, mais dans le présent banal et effrayant où la vraie vie se vivait réellement. La fièvre de Thomas tomba le 4e matin avec la douceur de la lumière de l'aube se répandant sur un paysage, et lorsque le médecin le déclara hors de danger, n'ayant besoin que de repos et de nourriture pour se rétablir complètement, Evelyne sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine qui avait été tendue par la peur. Elle se tenait à la fenêtre de la chambre du malade, regardant le pâle soleil de novembre toucher le jardin couvert de givre, tandis que derrière elle, Marcus parlait doucement au garçon de son courage et lui promettait de lui montrer un tour particulier avec le nouveau poulain, une fois qu'il serait assez fort pour marcher jusqu'aux écuries. Charlotte s'était endormie dans le fauteuil à côté du lit de son frère, épuisée par sa propre veille, et Marcus souleva la jeune fille avec une tendresse surprenante et la porta dans sa propre chambre. Quand il revint, il trouva Evelyne toujours à la fenêtre, des larmes coulant silencieusement sur son visage, non pas des larmes de chagrin maintenant, mais d'une émotion écrasante qui n'avait nulle part où aller, l'accumulation de la peur, du soulagement, de la gratitude et de quelque chose de bien plus dangereux qu'elle avait retenu pendant toutes les heures de la crise. Il vint se tenir à côté d'elle sans la toucher, sa présence solide et chaleureuse, et après un long moment de silence, il dit doucement « J'ai passé 15 ans à attendre Evelyne, 15 ans pendant lesquels j'aurais pu en épouser une autre et construire une vie différente, et il y a eu des moments où je me suis demandé si j'étais insensé, si la dévotion à un souvenir n'était qu'une autre forme de lâcheté, si j'utilisais cet unique après-midi comme une excuse pour éviter les risques d'une véritable connexion. » Et elle se tourna pour le regarder alors, voyant les rides que le temps avait gravées autour de ses yeux, l'argent filant dans ses cheveux sombres, le visage qui était devenu distingué plutôt que simplement beau, et il continua « Mais ces derniers jours, en vous regardant avec Thomas et Charlotte, en voyant la vie que vous avez construite à partir du devoir et de l'amour, en comprenant la femme que vous êtes devenue à travers des années que je n'ai pas partagées, je sais maintenant que l'attente n'était pas une folie, mais le seul choix honnête que j'aurais pu faire, parce que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais une reconnaissance. Et je vous ai reconnu il y a 15 ans, aussi sûrement que je reconnais le soleil qui se lève chaque matin. Et cette reconnaissance n'a jamais failli, ne s'est jamais estompée, n'a jamais été surpassée par aucune autre femme que j'ai rencontrée pendant toutes les années, entre alors et maintenant. Ces mots brisèrent quelque chose en elle qui avait été scellé depuis le matin, 15 ans auparavant, où elle avait accepté la proposition d'un autre homme parce que son père avait dit que c'était un bon parti et que son devoir était clair. Et elle pleura alors, non pas doucement, mais avec toute la force du chagrin, pour le temps perdu et pour la jeune femme qui avait fait un choix qu'elle pensait juste et l'avait payé par des années de malheur tranquille, pleura pour la constance
dont elle n'avait pas connu l'existence jusqu'à ce qu'elle lui soit révélée. Pleura parce qu'à 40 ans, elle avait cru que toutes les chances d'un amour véritable étaient passées. Et pourtant, voici un homme qui avait attendu à travers 15 ans de refus et de solitude parce qu'il avait reconnu en elle quelque chose qui valait la peine d'attendre. Et quand Marcus la toucha enfin, sa main douce sur son épaule, elle se tourna dans son étreinte et se laissa tenir tandis que le soleil de novembre montait plus haut et que quelque part dans la maison, les bruits de la routine matinale continuaient et que Thomas dormait paisiblement dans son lit et que le monde continuait de tourner. Mais ici, dans cette pièce tranquille, 2 personnes qui avaient attendu pendant 15 ans s'autorisèrent enfin à reconnaître que l'attente pourrait toucher à sa fin. Quand elle put enfin parler à travers les larmes qui se calmaient, Evelyne se recula légèrement de l'étreinte de Marcus, ses mains tremblantes en essuyant ses joues humides d'un geste qui avait quelque chose de presque excusé, comme si elle avait commis une infraction à la bienséance en lui permettant d'être témoin de la plénitude de son chagrin et de sa confusion. Et elle dit d'une voix encore épaisse d'émotion, « Vous devez comprendre, il y a 15 ans, quand mon père m'a dit que Lord Ashworth avait fait une offre, j'avais 25 ans et j'étais déjà considéré comme presque sur le marché. Et les investissements de mon père avaient échoué et mes jeunes sœurs avaient besoin de dot. Et Lord Ashworth était riche, respectable et disposé à ignorer mon âge avancé. » Et Marcus resta très immobile, écoutant avec une intensité qui lui donna l'impression d'être vraiment entendu, peut-être pour la première fois de sa vie, et elle continua. « J'ai pensé à vous, à cet après-midi dans le jardin, à la conversation que nous avions partagée sur la poésie, la philosophie et toutes les choses qui contiennent pour moi et dont personne d'autre ne semblait se soucier. Et je me suis dit que j'étais insensé, qu'une seule conversation avec un gentleman que je connaissais à peine ne pouvait être une raison pour refuser un parti pratique, que le devoir et l'obligation familiale importaient plus que la reconnaissance particulière que j'avais ressentie quand vous m'aviez regardé, comme si vous voyiez vraiment sous la surface quelque chose qui valait la peine d'être connu. » Sa voix se brisa sur les derniers mots, et elle pressa ses doigts contre ses lèvres un instant avant de se forcer à continuer. Le mariage n'était pas cruel, Lord Ashworth n'était pas méchant, simplement indifférent, et j'ai vite appris que la vie d'une épouse, dont le but était de gérer les maisonnées et d'apparaître convenablement ornementale lors des événements sociaux, était une petite vie, une vie de surface sans profondeur. Et j'ai accompli mes devoirs adéquatement, et j'ai essayé de ne pas penser trop souvent à cette conversation dans le jardin, parce que cela faisait trop mal de me souvenir que quelqu'un m'avait un jour parlé comme si mes pensées comptaient, comme si j'étais plus que simplement adéquate. Et elle vit quelque chose se crisper dans la mâchoire de Marcus, un éclair de colère non pas contre elle mais contre le gâchis et le chagrin de tout cela. Et elle continua, parce que maintenant qu'elle avait commencé cette confession, elle devait la terminer, avait besoin qu'il comprenne pourquoi elle s'était crue indigne de la dévotion qu'il avait révélée. Quand Lord Ashworth est mort après 5 ans de mariage, je me suis senti coupable que mon émotion principale soit le soulagement plutôt que le chagrin. Et quand je suis venu gérer le domaine de mon frère après sa mort et m'occuper de Charlotte et Thomas, j'ai enfin trouvé un but en étant nécessaire plutôt que simplement ornemental. Mais je croyais vraiment, Marcus, que toute capacité que j'aurais pu avoir pour le genre d'amour dont parle la poésie avait été usée par des années à accomplir mon devoir sans joie, que j'étais trop vieille et trop fatiguée et trop abîmée par les compromis pour mériter le genre de constance que vous avez montré, que si vous connaissiez la vérité de mon premier mariage et mon soulagement à sa fin, vous comprendriez que je ne suis pas la femme dont vous vous souveniez de ce jardin, pas digne de 15 ans d'attente et de dévotion. » Elle leva les yeux vers lui alors, des yeux encore pleins de larmes. Cherchant sur son visage la déception ou la désillusion qu'elle craignait d'y trouver, et vit à la place seulement une tendresse si profonde
que son souffle se coupa, et il leva la main pour lui caresser la joue avec une douceur infinie, et dit d'une voix rauque d'émotion. « Vous avez toujours été digne, Evelyne, non pas à cause de ce que vous avez enduré ou malgré cela, mais simplement parce que vous êtes vous-même, et ce moi est ce que j'ai reconnu il y a 15 ans, et ce que je reconnais maintenant, et rien de ce que vous m'avez dit ne diminue cette reconnaissance, où ma certitude que vous attendre était le seul choix que j'aurais pu faire. » La nouvelle des attentions marquées du duc de Blackthorn envers Lady Evelyn Ashworth se répandit dans la société londonienne avec la vitesse et le venin d'un poison s'infiltrant dans de l'eau claire, et moins de 2 semaines après le retour de Marcus en ville, car il était resté à son domaine pendant 3 semaines après la guérison de Thomas, avant que le devoir n'exige sa présence au Parlement. Les salons et les salles de bal bourdonnaient de spéculations allant de la simple curiosité à la cruauté délibérée. Evelyne entendait les chuchotements même lorsqu'ils ne lui étaient pas destinés, attrapait les phrases dépassées et manœuvres désespérées, et à quoi donc son Altesse peut-il penser, livré avec le genre de fausse sympathie qui masquait une malveillance authentique. Bien qu'elle ait enduré des années à être l'objet de pitié de la société en tant que vieille fille sur le déclin qui gérait le domaine de son frère, il y avait quelque chose de bien plus blessant à être discuté comme une intrigante qui avait réussi à piéger le célibataire le plus convoité d'Angleterre par des moyens qui devaient certainement être calculés, puisqu'ils ne pouvaient pas être basés sur une affection sincère. Lady Pemberton, qui avait jeté 3 filles sur Marcus au fil des ans avec un désespoir croissant, remarqua à voix haute, lors d'une soirée musicale, qu'il était extraordinaire ce que certaines femmes feraient pour obtenir un titre, et bien qu'elle n'ait pas nommé Evelyne directement, les regards appuyés dans sa direction ne laissaient aucun doute sur sa cible. Madame Hartwick, dont le propre mariage avec un riche marchand n'avait jamais tout à fait effacé la tâche des difficultés financières de sa famille, opina avec une fausse préoccupation que peut-être le duc était simplement bon envers une femme aux circonstances malheureuses, et que tout le monde savait sûrement que la gentillesse ne devait pas être confondue avec un intérêt romantique. Les maux s'accumulaient comme de petites coupures, chacune individuellement supportable, mais saignant collectivement sa confiance, et Evelyne se retrouva à rester éveillée dans les heures profondes de la nuit, se demandant si Marcus comprenait vraiment ce que s'associer avec elle lui coûterait socialement, si sa constance était basée sur un souvenir qui ne tenait pas compte de la réalité de ce qu'elle était devenue, une femme de 40 ans sans fortune, sans beauté exceptionnelle, sans relation qui améliorerait sa position, n'ayant rien à offrir sinon un cœur qui avait été meurtri par le devoir et la perte, et qui ne s'ouvrait que maintenant, timidement, à la possibilité d'un amour véritable. Elle pensait à sa position, aux devoirs et aux attentes qui accompagnaient son titre, aux jeunes et belles femmes qui seraient des parties bien plus appropriées, et la vieille voix familière de l'indignité qui avait été sa compagne pendant des années, à accomplir son devoir sans joie, lui murmurait que peut-être la société avait raison, qu'elle devrait peut-être se retirer gracieusement avant de lui causer de l'embarras, que le véritable amour signifiait peut-être le protéger des conséquences d'une dévotion qu'elle ne pouvait toujours pas tout à fait croire méritée. La crise interne atteignit son paroxysme un après-midi gris de décembre, alors qu'elle était assise dans son petit salon, la pluie battant contre les fenêtres et une lettre de Marcus non ouverte sur ses genoux. Elle se surprit à envisager sérieusement si l'acte le plus aimable ne serait pas de lui écrire pour le libérer de toute obligation qu'il pourrait ressentir, de lui dire qu'elle comprenait sa compassion, mais ne pouvait en bonne conscience lui permettre de sacrifier sa réputation et sa position sociale pour une femme que la société avait déjà jugée et trouvée insuffisante. Le fait que cette pensée n'apportât aucun soulagement, mais un chagrin si profond qu'il ressemblait à une noyade, lui indiqua que son cœur avait déjà fait un choix que son esprit remettait encore en question,
mais la peur d'être la source de son déclin. La peur de prouver que la société avait raison sur son inadéquation, la peur de ne pas être assez, la maintenait figée dans ce fauteuil de salon, tandis que la pluie continuait son rythme implacable et que la lettre non ouverte semblait s'alourdir à chaque instant qui passait. Marcus apprit les commérages vicieux qui circulaient sur Evelyne par sa tante, la duchesse douairière, qui se présenta à sa résidence londonienne par un froid matin de décembre, avec une expression de fureur si vertueuse qu'il sut immédiatement que quelque chose s'était passé qui exigeait son attention. Lorsqu'elle lui raconta les commentaires qu'elle avait entendus la veille au soir à la partie de cartes de Lady Pemberton, la spéculation sur la poursuite calculée d'Evelyne, les remarques méprisantes sur son âge et son manque de fortune, l'implication cruelle qu'elle devait avoir employé quelque artifice féminin désespéré pour capter son intérêt, Marcus sentit une rage froide s'installer en lui, d'autant plus puissante qu'elle était entièrement contrôlée, une fureur non pas bruyante mais absolue. Il réalisa, avec une clarté soudaine, que sa cour prudente, ses tentatives de procéder avec bienséance et discrétion pour protéger la réputation d'Evelyne, l'avaient au contraire laissé vulnérable à la cruauté même qu'il avait espéré lui épargner, que son silence sur ses intentions avait créé un vide que les pires instincts de la société s'étaient empressés de remplir de poison. Il prit sa décision à cet instant, et en moins de 2 heures, il avait fait savoir à toutes les familles importantes de Londres que le duc de Blackthorn assisterait au bal des Haverford ce soir-là, et qu'il souhaitait que Lady Evelyn Ashworth soit informée de son désir particulier de sa présence, un message si délibéré et formel qu'il ne pouvait être mal interprété. Le soir venu, il s'habilla avec un soin inhabituel et arriva tôt à la résidence des Haverford, se positionnant près de l'entrée avec une visibilité entièrement intentionnelle pour un homme qui préférait habituellement les ombres des rassemblements sociaux. Evelyne arriva avec Charlotte comme compagne, et il vit le moment où elle le remarqua, vit l'éclair d'incertitude et quelque chose comme de la peur traverser son visage. Il se dirigea immédiatement vers elle avec une détermination qui attira tous les regards dans la salle de bal bondée, et il s'inclina sur sa main avec une formalité qui aurait été appropriée pour la royauté, et dit assez clairement, pour que les personnes proches l'entendent, « Lady Evelyn, vous m'honorez de votre présence. J'ai attendu cette soirée avec une impatience particulière, car il y a une affaire d'une certaine importance que je souhaite faire connaître. » Il lui offrit son bras et la conduisit au centre de la pièce, où la foule s'écarta instinctivement devant eux, et à ce moment où la musique s'était terminée, que la conversation avait baissé et que toute la société londonienne semblait retenir son souffle, Marcus se tourna pour faire face à l'assemblée, la main d'Evelyne reposant toujours sur son bras, et parla avec l'autorité claire d'un homme qui avait commandé l'attention au Parlement et ne tolérerait aucune contradiction. « Je crois qu'il est temps d'aborder certaines spéculations qui ont circulé concernant mes attentions envers Lady Evelyn Ashworth, commença-t-il, sa voix portant jusqu'à chaque coin de la salle de bal, et de corriger les malentendus qui semblent avoir pris racine dans des esprits qui préfèrent la fantaisie malveillante à la simple vérité. » Il sentit Evelyne se raidir à ses côtés, mais il pressa doucement sa main pour la rassurer et continua. « Pendant 15 ans, j'ai refusé chaque parti qui m'a été proposé, et la société, dans sa sagesse, a attribué cela à l'orgueil, à des exigences impossibles, à l'excentricité ou à la froideur de tempérament. Et j'ai laissé ces spéculations perdurer sans les corriger, parce que la vérité était une affaire privée qui ne concernait que moi-même. Mais je trouve que je ne peux plus rester silencieux quand ce silence permet la cruauté envers une femme dont la valeur dépasse celle de tout le monde dans cette pièce, y compris moi-même. » Il y avait de l'acier dans sa voix maintenant, une fureur contrôlée qui fit pâlir plusieurs des dames assemblées et fit bouger inconfortablement les gentlemen, et il se tourna légèrement pour regarder Evelyne, dont les yeux étaient grands de choc
et commençait à briller de larmes, et il dit plus doucement, mais toujours assez clairement, pour que tous l'entendent. « Il y a 15 ans, j'ai rencontré Lady Evelyn à une garden party d'été, et au cours d'une seule conversation d'après-midi, j'ai reconnu en elle une profondeur de caractère, une intelligence d'esprit et une véritable beauté d'âme que je savais que je ne retrouverais jamais répliquée chez aucune autre femme. Et bien que les circonstances aient empêché toute entente entre nous à ce moment-là, j'ai mesuré chaque femme que j'ai rencontrée depuis à l'aune de cette reconnaissance et les ai toutes trouvées insuffisantes, non par leur faute, mais parce que mon cœur avait déjà fait son choix. » Il entendit l'inspiration collective de la foule assemblée, vit le visage de Lady Pemberton rougir de mortification, et il conclut avec une finalité tranquille. « J'ai attendu 15 ans non par obstination mais par amour, et j'attendrai volontiers 15 de plus si nécessaire. Bien que j'espère très ardemment que Lady Evelyn n'exigera pas une telle patience de ma part, et quiconque remet en question sa valeur ou suggère qu'elle a employé un artifice autre que d'être elle-même remet en question mon jugement et insulte une femme dont l'intégrité et le caractère surpassent ceux de ses critiques comme le soleil surpasse la flamme d'une bougie. » Le silence qui suivit la déclaration de Marcus dans la salle de bal des Haverford était absolu, et Evelyn se trouva incapable de parler ou de bouger alors que des larmes coulaient sur ses joues, tandis que l'assemblée restait figée de choc. Ce ne fut que lorsque la duchesse douairière se mit à applaudir avec une approbation délibérée que le sortilège se rompit et que d'autres se joignirent dans une reconnaissance incertaine de ce dont ils avaient été témoins. Mais Marcus ne prêta aucune attention à aucun d'entre eux, son attention entièrement portée sur Evelyn alors qu'il la guidait doucement vers les portes de la terrasse et dehors dans la nuit de décembre, où l'air froid semblait béni de propreté après l'atmosphère étouffante de jugement et de spéculation. Ils restèrent en silence un long moment, tandis qu'Evelyn luttait pour se ressaisir, ses mains gantées, tremblant, alors qu'elle les pressait contre son visage. Et Marcus attendit avec la patience qui avait caractérisé 15 ans de sa vie, jusqu'à ce qu'elle baisse enfin les mains et le regarde avec des yeux qui contenaient de l'émerveillement, de l'incrédulité et un espoir fragile qui semblait presque douloureux dans son émergence hésitante. Elle murmura « Vous n'auriez pas dû parler ainsi. Vous vous êtes rendu vulnérable à la censure de la société pour moi. » Mais il sourit légèrement et répondit « Je ne me suis jamais soucié de la censure de la société, seulement de sa cruauté envers vous, et cela, je ne le tolérerai pas. » Puis son expression devint sérieuse, et il dit doucement « Evelyn, je réalise que ce n'est ni le moment, ni l'endroit que j'aurais choisi, mais je trouve que je ne peux plus attendre pour vous poser une question qui vit dans mon cœur depuis 15 ans. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il continua. « Voulez-vous venir avec moi? Non pas maintenant, pas ce soir, mais demain. Il y a un endroit où je souhaite vous emmener, où nous pourrons parler sans public, où je pourrai vous demander correctement ce que j'aurais dû demander il y a 15 ans, si les circonstances l'avaient permis. » L'après-midi suivant les trouva voyageant dans la voiture de Marcus à travers une campagne qui était devenue familière à Evelyn au cours des derniers mois, et lorsqu'ils tournèrent dans l'allée menant à Havenbrook House, le domaine où cette fatidique garden party d'été avait eu lieu 15 ans auparavant, elle comprit avec une clarté qui lui coupa le souffle ce qu'il avait l'intention de faire, et son cœur se mit à battre avec une anticipation qui semblait à la fois terrifiante et inévitable. La maison elle-même était fermée pour l'hiver, ses propriétaires étant à Londres pour la saison, mais Marcus avait obtenu la permission de visiter les lieux. Il l'aida à descendre de la voiture et lui offrit son bras alors qu'il franchissait les portes qui s'ouvraient sur des jardins maintenant touchés par la main de l'hiver, les parterres de fleurs en dormance et les arbres dépouillés de leurs feuilles,
à l'exception du feuillage brun tenace qui s'accrochait aux chênes. Des feuilles d'automne, car certaines n'étaient tombées que récemment, pendant les douces périodes de décembre, crissaient sur le chemin devant eux, alors qu'ils marchaient en silence vers la roseraie où ils s'étaient parlé pour la première fois toutes ces années auparavant. La roseraie elle-même était nue maintenant, les rosiers taillés en souches endormies, mais le banc restait là où il avait été, patiné par 15 hivers mais toujours solide, et Marcus la guida pour s'asseoir, puis la rejoignit, leurs corps proches dans l'air froid. Pendant un moment, il la regarda simplement, avec une expression d'une tendresse si profonde qu'elle sentit les larmes menacer à nouveau, puis il plongea la main dans son manteau et en retira une petite boîte de velours qui montrait des signes d'âge et de nombreuses manipulations. Il l'ouvrit pour révéler une bague, un saphir entouré de petits diamants, élégante et discrète, et clairement choisie avec soin il y a longtemps. Et il dit doucement « J'ai acheté ceci il y a 16 ans, avant même de vous rencontrer, en pensant qu'un jour je trouverais la femme que je souhaiterais épouser. Puis je vous ai rencontré, et j'ai su que je l'avais acheté pour vous, bien que je ne le susse pas à l'époque, et je l'ai porté avec moi depuis ce jour, à travers 15 ans d'attente, à travers chaque proposition refusée et chaque spéculation sur mes intentions, parce que je savais que si jamais j'avais la chance de vous l'offrir, je voulais être prêt, je voulais pouvoir dire que j'avais gardé ce symbole de mon engagement à travers toutes les années qui nous ont séparés. » Il prit sa main gauche dans la sienne, et elle sentit le tremblement de ses doigts qui correspondait aux siens, et il dit avec une simplicité directe qui avait plus de poids que n'importe quel discours fleuri. « Evelyn Ashworth, vous êtes la seule femme que j'ai jamais aimée, la seule femme que j'aimerai jamais, et je vous le demande non par obligation, ni par pitié, ni par aucun autre sentiment que la certitude absolue que ma vie n'est complète que lorsque vous y êtes. Voulez-vous m'épouser ? Voulez-vous m'accorder l'honneur et la joie de passer les années qui nous restent à prouver chaque jour que vous êtes chérie, estimée et aimée au-delà de toute mesure ? » Et Evelyn, qui avait passé tant d'années à se croire indigne d'une telle dévotion, trouva que la réponse venait de quelque part au plus profond d'elle-même, qui n'avait jamais cessé d'espérer, malgré toutes les preuves du contraire, et elle dit à travers des larmes qui étaient maintenant des larmes de joie plutôt que de chagrin. « Oui, oui, Marcus, je vous épouserai. » Et alors qu'il glissait la bague à son doigt, où elle s'ajustait, comme si elle avait été faite pour elle seule, le soleil d'hiver perça les nuages et illumina le jardin dormant d'une chaleur inattendue, et elle pensa que peut-être la vie était comme ces jardins, paraissant morte en hiver, mais portant sous la surface toute la promesse du retour éventuel du printemps. Les mois passèrent, et l'hiver qui avait été témoin de leur fiançailles s'adoucit en un début de printemps, et avec le changement de saison vint la transformation progressive de leur entente privée en réalité publique à travers les innombrables détails qui composaient les préparatifs du mariage. Evelyn se trouvait perpétuellement surprise de la différence de ce processus par rapport à ses premières fiançailles 15 ans auparavant. À l'époque, elle avait été emportée par les ambitions de sa famille et les attentes de la société, ses propres désirs étant secondaires aux devoirs, mais maintenant, chaque décision était prise avec Marcus. Chaque choix reflétant leur vision commune d'une vie construite sur un partenariat authentique plutôt que sur une performance sociale. La liste des invités devint un exercice pour distinguer ceux qui étaient restés bienveillants pendant les mois difficiles des commérages de ceux qui avaient contribué à la cruauté, et Marcus fit preuve d'une clarté impitoyable dans ses déterminations qui fit rire Evelyn malgré elle lorsqu'il biffa nom après nom de coups de plume décisifs, disant avec un humour sec « Lady Pemberton n'a pas besoin de se donner la peine d'assister à notre bonheur après avoir pris tant de plaisir à remettre en question votre valeur. » Elle s'émerveilla de se sentir si protégée, si chérie.
cet homme qui avait attendu 15 ans, se consacrant maintenant à s'assurer que chaque aspect de leur mariage reflète l'honneur qu'il croyait qu'elle méritait. Ils passèrent des heures ensemble dans la planification, de petits moments domestiques qui révélaient leur compatibilité d'une manière que les grands gestes ne pourraient jamais faire. Marcus découvrant qu'Evelyn préférait les simples fleurs des champs aux arrangements élaborés de serre, et ordonnant immédiatement au jardinier de Blackthorn Manor de cultiver des jardins de prairie pour la cérémonie, Evelyn apprenant que Marcus avait une passion discrète pour la poésie, et sélectionnant pour la cérémonie des lectures qui parlaient des thèmes de la patience et de la dévotion durable. Tous deux trouvant de la joie dans ces petites révélations et dans le tissage progressif de leur vie séparée en une tapisserie partagée. Charlotte et le jeune Thomas, la nièce et le neveu d'Evelyn, étaient ravis des développements et se jetèrent dans les préparatifs avec un enthousiasme qui lui réchauffa le cœur. Charlotte insista pour aider à choisir la robe de mariée d'Evelyn, déclarant avec la loyauté féroce de la jeunesse que sa tante serait la plus belle mariée que Londres ait jamais vue, peu importe ce que les commères méchantes prétendaient, et Thomas forma un attachement immédiat à Marcus, qui se manifesta par des questions constantes sur les chevaux, la gestion du domaine et les expériences du duc au Parlement. Et Marcus répondit à l'attention du garçon avec une patience et un intérêt sincère qui montrèrent à Evelyn une autre dimension de l'homme qu'elle allait épouser. Il y eut des moments où l'émerveillement de tout cela la submergeait. Elle examinait des échantillons de tissus ou passait en revue des menus et devait soudain s'arrêter, frappée par la prise de conscience que cela se produisait vraiment, qu'elle ne rêvait pas, que Marcus Rothwell souhaitait sincèrement l'épouser et s'estimait chanceux de cette perspective. Lors d'un de ces moments, Marcus la trouva debout, immobile, dans le salon du matin de son domaine, des larmes coulant sur son visage, et il vint immédiatement à elle avec inquiétude, jusqu'à ce qu'elle explique à travers ses larmes que c'étaient des larmes de bonheur, qu'elle ne pouvait tout simplement pas croire qu'elle avait droit à autant de joie après tant d'années de résignation. Il la serra dans ses bras et dit doucement « Vous avez droit à tout le bonheur, Evelyn. Vous avez toujours mérité bien plus que ce que la vie vous a donné, et j'ai l'intention de passer le reste de mes jours à tenter de réparer cette injustice. » Le mariage lui-même était prévu pour la fin avril, lorsque les jardins de Blackthorn seraient à leur apogée, et à mesure que la date approchait, Evelyn se retrouva à vivre ses journées dans un état de contentement tranquille qui lui semblait presque inconnu après des décennies de simple acceptation. Le matin de son mariage arriva avec un ciel clair et un doux soleil. Elle s'habilla d'une robe de soie ivoire que Charlotte jugea parfaite, tandis que la jeune fille s'affairait à arranger les fleurs des champs dans les cheveux d'Evelyn. Alors qu'elle se préparait à partir pour Blackthorn Manor, elle s'aperçut dans le miroir et ne vit pas une vieille fille vieillissante, reconnaissante d'un sauvetage inattendu, mais une femme sincèrement aimée et choisissant l'amour en retour, et la distinction fit toute la différence. La cérémonie eut lieu dans la chapelle de Blackthorn Manor, avec seulement leurs plus proches en présence. La duchesse douairière, rayonnant de satisfaction d'avoir orchestré leurs retrouvailles, Charlotte et Thomas se tenant comme témoins, une poignée de vrais amis qui étaient restés fidèles pendant les commérages, et le personnel de maison qui avait servi Marcus fidèlement pendant 15 ans d'attente et qui regardait maintenant, avec une émotion non dissimulée, leur maître réclamer enfin son bonheur. Quand Marcus prit la main d'Evelyn et prononça ses vœux d'une voix ferme qui portait une conviction absolue, promettant de l'honorer et de la chérir pour tous les jours de sa vie, elle sentit 15 ans de chagrin et de résignation tomber comme un manteau jeté. Quand elle fit ses propres vœux en retour, promettant de l'aimer avec la plénitude d'un cœur qui avait toujours été le sien, bien que les circonstances les aient tenus séparés, elle sut qu'elle disait une vérité qui transcendait le simple cérémonial et touchait quelque chose d'éternel.
Lorsqu'ils furent déclarés mari et femme, et que Marcus l'embrassa avec une tendresse qui tenait à la fois de la révérence et de la joie, elle pensa que peut-être certaines histoires nécessitaient de longs chapitres de séparation pour rendre l'union finale d'autant plus précieuse, d'autant plus profondément appréciée pour avoir été si longtemps différée. 5 ans passèrent, et le printemps revint à Blackthorn Manor comme chaque mois d'avril. Mais le domaine qui avait autrefois été connu pour sa froideur imposante et sa formalité austère s'était transformé en quelque chose de tout à fait différent. La chaleur émanait de chaque fenêtre, où des rideaux pendaient maintenant dans des couleurs gaies plutôt qu'un lourd bordeaux. Des rires résonnaient dans des couloirs qui avaient connu des décennies de silence. Et les jardins que Marcus avait autrefois parcourus seul grouillaient maintenant de vie, alors que des enfants couraient le long des sentiers et jouaient parmi les parterres de fleurs qu'Evelyn avait redessinés pour inclure non seulement des plantations formelles, mais aussi des coins sauvages où l'imagination pouvait s'épanouir sans contrainte. Evelyn elle-même, maintenant âgée de 45 ans et duchesse de Blackthorn depuis 5 ans, se tenait à la fenêtre du salon du matin, regardant sa fille, Catherine, 4 ans, avec les cheveux sombres de Marcus et ses propres yeux gris, tenter d'apprendre à son jeune frère James la bonne façon de nourrir les canards à l'étang d'ornement, tandis que Charlotte, maintenant âgée de 20 ans et en visite de Londres où elle s'était récemment fiancée à un jeune avoué respectable, supervisait avec l'affection patiente d'une sœur aînée. Thomas, âgé de 18 ans et se préparant à entrer à Oxford à l'automne, portait James sur ses épaules lorsque le garçon de 2 ans se fatiguait de marcher. La scène remplit Evelyn d'un contentement si profond qu'elle devait parfois s'arrêter et simplement respirer pour en saisir l'ampleur, cette vie qui lui avait été donnée après tant d'années à se croire condamnée à la solitude. L'invitation était arrivée 3 semaines auparavant. Un bal à Haverford House, le même lieu où Marcus avait fait sa déclaration publique 5 ans plus tôt, où la société avait été témoin de sa dévotion et avait été forcée de reconnaître ce que leur commérage ne pouvait diminuer. Evelyn avait ressenti un moment d'hésitation en voyant la carte dorée. Des souvenirs d'anciens bals où elle avait enduré des regards apitoyés et des commentaires chuchotés remontant sans y être invitée, mais Marcus avait simplement pris sa main et dit « Nous n'avons pas besoin d'y assister si cela vous cause de l'inconfort. » Elle avait alors réalisé, avec une clarté soudaine, qu'elle voulait y aller, qu'elle voulait entrer dans cette salle de bal, non pas comme la vieille fille pitoyable qu'elle avait été, mais comme la femme qu'elle était devenue grâce à l'amour, au partenariat et à la guérison progressive de vieilles blessures. Ainsi, le soir venu, elle s'habilla d'une robe de soie saphir profond que Marcus avait commandée au meilleur modiste de Londres, la couleur choisie pour s'accorder avec la bague qu'elle portait toujours et n'enlevait jamais. Lorsqu'elle descendit les escaliers pour le trouver attendant dans le hall d'entrée, vêtu de noir formel qui soulignait l'argent qui filait maintenant dans ses cheveux sombres, il la regarda avec une expression d'admiration si ouverte qu'elle se sentit belle non pas parce que la société pourrait la juger ainsi, mais parce qu'il la voyait ainsi, et que son opinion était la seule qui ait jamais vraiment compté. Ils arrivèrent à Haverford House alors que le bal battait son plein, et lorsqu'ils furent annoncés, Son Altesse le duc de Blackthorn et sa grâce la duchesse. Evelyn sentit le silence familier tomber sur les invités les plus proches, mais cette fois, le silence ne contenait aucune malice, seulement de la curiosité et un certain respect. Car l'histoire du duc, qui avait attendu 15 ans, était devenue une légende au cours des 5 années écoulées depuis leur mariage, et la société avait été forcée de reconnaître que ce qu'ils avaient rejeté comme impossible s'était avéré simplement inévitable, ne nécessitant que de la patience et le courage de le réclamer lorsque le moment était venu. En se déplaçant dans la salle de bal, Evelyn se surprit à comparer cette entrée à celle de ce bal 5 ans plus tôt, où elle avait marché seule, endurant l'examen et la pitié, et le contraste était si frappant
qu'elle dut presser le bras de Marcus pour se rassurer. Il comprit immédiatement, la rapprochant et murmurant « Vous êtes la femme la plus remarquable de cette pièce, et je suis l'homme le plus chanceux qui s'y trouve. » Et elle le crut parce que 5 ans de mariage lui avaient appris que Marcus ne disait jamais que la vérité, surtout en matière de cœur. Le bal se termina vers minuit, et ils retournèrent à Blackthorn Manor par des routes argentées par le clair de lune, tous deux agréablement fatigués par la danse et la conversation. Alors que leur voiture remontait l'allée familière, Evelyne sentit la main de Marcus se resserrer autour de la sienne dans un geste qui était devenu leur langage privé pour le contentement, pour le retour à la maison, non seulement à un lieu, mais l'un à l'autre. Lorsqu'ils entrèrent dans la maison, ils trouvèrent la duchesse douairière encore éveillée dans le salon malgré l'heure tardive, lisant près du feu et attendant d'entendre Catherine réciter un poème qu'elle avait mémorisé ce jour-là. Cette simple scène domestique, la patience de la grand-mère, la performance sérieuse de l'enfant, la fierté tranquille de Marcus alors qu'il soulevait sa fille sur ses genoux pour l'écouter, frappa Evelyne comme la mesure la plus vraie de leur transformation, comment l'homme que la société avait appelé glacial se déplaçait maintenant dans ses journées avec une chaleur qui irradiait d'un bonheur authentique plutôt que d'une performance sociale. Les rythmes quotidiens qu'ils avaient établis au cours de 5 ans de mariage révélaient un partenariat fondé sur le respect mutuel et une affection grandissante. Les matins les trouvaient souvent dans le bureau de Marcus, travaillant ensemble sur la correspondance du domaine. Evelyne s'étant révélée remarquablement douée pour gérer les diverses propriétés et investissements qui composaient les avoirs de Blackthorn, ses années à gérer le domaine de son frère se traduisant sans heurts en responsabilité de duchesse. Et Marcus reconnaissait librement que les améliorations dans les relations avec les tenanciers et les rendements agricoles depuis leur mariage devaient tout à ses connaissances et rien à ses méthodes précédentes. Les après-midi étaient réservés aux enfants, tous deux croyant que la parentalité exigeait une présence plutôt qu'une délégation à des nourrices et des gouvernantes, et ils se promenaient donc dans les jardins avec Catherine et James, lisaient des histoires, répondaient à d'interminables questions, fournissant l'amour attentif qui façonne les jeunes âmes bien plus efficacement que l'instruction formelle ne le pourrait jamais. Les soirées apportaient la compagnie tranquille qu'Evelyne n'avait jamais connue dans son premier mariage, elle et Marcus s'asseyant souvent ensemble dans la bibliothèque, lisant ou discutant des événements de la journée, ou existant simplement dans un silence confortable qui ne nécessitait aucune performance, et c'est pendant ces heures du soir qu'elle ressentait le plus vivement à quel point elle était profondément bénie, à quel point cette vie était différente de ce qu'elle s'était résignée à attendre. Marcus lui-même avait été transformé par leur union de manière qui allait au-delà de l'ajout évident de la famille et de la chaleur domestique. Le contrôle rigide qui avait caractérisé son attitude pendant ces 15 années d'attente s'était adouci en quelque chose de plus flexible et humain. Il riait plus facilement maintenant, exprimait son affection sans la réserve qu'il avait autrefois fait paraître froid à ceux qui ne le connaissaient pas. Et bien qu'il conservât toujours la dignité appropriée à sa position, il n'utilisait plus la formalité comme une armure contre une blessure potentielle. Et Evelyne comprenait que cette transformation s'était produite parce qu'il n'avait plus à se protéger, n'avait plus à maintenir de défense contre un espoir différé. Car l'espoir avait été comblé, et l'attente s'était terminée exactement par les retrouvailles qu'il avait crues possibles, même lorsque les circonstances suggéraient le contraire. Elle-même s'était épanouie de manière qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. La résignation et le chagrin tranquille qui l'avaient assombrie pendant ces années de vieille fille plainte s'étaient complètement dissipés, remplacés par une confiance qui ne venait pas de la position sociale, mais du fait d'être sincèrement connue et sincèrement aimée. Et elle se déplaçait maintenant dans ses journées avec une légèreté qui la surprenait parfois
lorsqu'elle s'apercevait dans les miroirs et ne voyait pas la lassitude, mais la vitalité, non pas une simple dignité, mais une joie réelle. Un soir de fin de printemps, après que les enfants eurent été couchés et que la maison se fut calmée autour d'eux, Evelyne et Marcus étaient assis ensemble dans le petit salon qui était devenu leur retraite privée, elle avec sa couture, et lui avec une correspondance qui exigeait son attention, et le feu qui brûlait bas dans l'âtre jetait de douces ombres dans la pièce. Après un certain temps, Marcus mit de côté ses lettres et la regarda simplement, avec une expression de contentement si profond qu'elle leva les yeux et lui demanda à quoi il pensait, et il répondit doucement. « Je pensais que j'attendrais encore 15 ans si nécessaire pour arriver à ce moment, à cette vie, à cette paix profonde de vous avoir ici à mes côtés. » Et elle posa sa couture et alla vers lui, s'installant dans son étreinte avec l'aisance d'une longue pratique, et dit contre son épaule « Alors il est heureux qu'aucun de nous ne doive attendre plus longtemps, car nous sommes déjà arrivés là où nous étions toujours destinés à être. » Et ils restèrent ainsi un long moment, alors que le feu mourait en braise et que la nuit de printemps s'approfondissait autour de la maison, deux personnes qui avaient pris le long chemin vers le bonheur et qui le chérissaient d'autant plus pour avoir compris ce que signifiait vivre sans lui, leur patience et leur constance finalement récompensées par le simple don extraordinaire d'être ensemble, d'être chez eux. Cher auditeur, alors que nous refermons les pages de cette histoire et laissons ces derniers échos s'installer dans le silence, je vous demanderai de considérer ce dont nous avons été témoins ensemble dans la vie d'Evelyne et de Marcus. Car leur histoire n'est pas simplement un conte de romance retrouvé ou de patience récompensée, mais plutôt une profonde méditation sur la vérité que l'amour ne reconnaît aucun calendrier imposé par la société, aucune date d'expiration apposée sur le cœur humain par ceux qui mesurent la valeur en jeunesse et en nouveauté plutôt qu'en profondeur et en constance. Combien de fois nous dit-on, n'est-ce pas, que certaines saisons de la vie doivent contenir certaines expériences, que si l'amour n'est pas arrivé à une année particulière, il n'arrivera jamais, que ceux qui atteignent 40 ans ou plus sans avoir obtenu d'affection ont en quelque sorte terminé ce chapitre, relégués à observer depuis les marges, pendant que d'autres vivent les histoires qui leur ont été refusées. Et pourtant, la vie d'Evelyne démontre la fausseté d'une telle arithmétique cruelle, car à 40 ans, elle se croyait à la fin des possibilités, et la société était d'accord avec son évaluation, la plaignait pour cela, chuchotait à son sujet dans les bals, et la rangeait dans cette catégorie de femmes jugées superflues sur le marché du mariage. Et elle avait accepté ce jugement comme elle acceptait le froid de l'automne, avec une résignation née de l'épuisement plutôt que d'une conviction sincère. Mais Marcus, Marcus nous enseigne quelque chose d'encore plus radical, n'est-ce pas? Car son attente n'était pas une résignation passive, mais une foi active, 15 ans de refus, que la société interprétait comme de l'orgueil ou de la particularité, alors qu'en vérité, il représentait la forme la plus profonde de dévotion, la volonté de rester seul plutôt que de se contenter d'une compagnie qui n'était pas communion, d'endurer la spéculation et la critique plutôt que de trahir la vérité de son cœur, et en cela, il nous montre que le véritable amour ne s'estompe pas avec le temps, mais s'approfondit, devient plus certain, plus disposé à attendre, parce qu'il reconnaît quelque chose qui vaut la peine d'attendre. Considérez comment leur histoire contredit tout ce qu'on nous enseigne sur le timing et la préparation, comment Evelyne à 40 ans possédait des profondeurs de caractère que son moi de 25 ans n'aurait pas pu offrir, comment les chagrins qu'elle avait endurés et les responsabilités qu'elle avait assumées l'avaient affinée en quelqu'un capable d'un véritable partenariat plutôt que d'une simple compagnie décorative. Comment les 15 ans d'attente de Marcus n'avaient pas été perdus, mais avaient plutôt été la préparation nécessaire pour reconnaître et chérir ce qui lui était finalement donné, et c'est peut-être la leçon la plus profonde que nous puissions tirer de leur expérience.
que nos calendriers ne sont pas les calendriers de la société, que les chapitres que nous croyons terminés ne font peut-être qu'une pause avant de continuer, que l'histoire que nous pensons connaître peut encore avoir des actes non écrits et des transformations que nous ne pouvons actuellement imaginer. Si vous écoutez ceci dans une saison de votre propre attente, que vous ayez 25, 40 ou 60 ans, que vous ayez aimé et perdu, ou que vous n'ayez encore jamais aimé, que la société vous ait placé dans des catégories qui ressemblent à des prisons, ou que vous vous y soyez placé vous-même par résignation à des jugements qui n'étaient jamais les vôtres à accepter, je vous offre Evelyne et Marcus comme témoignage qu'il n'est jamais trop tard, que l'amour véritable attend, transforme et arrive précisément quand il le doit, que la patience n'est pas une faiblesse, mais plutôt la force tranquille de ceux qui comprennent que certaines choses ne peuvent être précipitées et ne doivent pas être compromises, et que l'attente elle-même, bien que douloureuse, n'est pas vaine si elle nous prépare à reconnaître et à recevoir le cadeau lorsqu'il arrive enfin. Puissiez-vous trouver la paix dans votre propre rythme, quelle que soit la saison que vous habitez, et puissiez-vous garder une place pour des possibilités que vous n'avez pas encore imaginées, et puissiez-vous vous reposer ce soir en sachant que votre histoire, comme celle d'Evelyne, peut encore contenir des chapitres qui transformeront tout ce que vous pensiez savoir sur ce que votre vie pourrait contenir. Ceci était une production des Contes romantiques, et si cette histoire a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de son message, et à revenir la prochaine fois pour un autre voyage dans les paysages, où la patience rencontre le destin et où l'amour trouve son chemin vers la maison.